Bien, bonsoir à tous. Alors après l'exposé de Pierrick sur donc sa vision du cycle de l'eau et l'approche agronomique qu'il a décrite, moi ma feuille de route donnée par Fanny, c'était de parler du bassin versant en fait et de l'impact des sécheresses et des inondations quand ça arrive au niveau de Quimperlé. Donc, je vais élargir un petit peu l'approche. Donc, pour resituer un petit peu le contexte géographique, vous avez ici, alors j'ai allègrement pompé dans le tableau de bord du Sage Laïta, qui est une mine d'information. Vous avez ici donc une carte qui est extraite de ce document, et avec évidemment le tracé en rouge du bassin versant, donc c'est tout ce qui se trouve entre les lignes de crête qui font que d'un côté ça tombe chez le voisin et au milieu ça tombe chez nous. Vous avez toutes les communes, vous avez les grands cours d'eau, hein, l'Élé, le Langon et ses affluents, la Herbe, l'Inam, etc. Ici vous avez l'Isole, et puis ici vous avez Quimperlé et la Laïta à l'aval. Donc vous voyez, c'est comme une forme de poire en fait qui se tiendrait un petit peu sur sa queue, avec la panse à l'amont et le débouché le plus étroit. La pluviométrie, elle est également, ça a été abordé tout à l'heure, elle est très variée. Entre le nord, c'est presque du simple au double, entre le nord où on a des montagnes noires, hein, qui culminent à 300 mètres à peu près d'altitude, qui subissent l'influence de la Manche et de l'Atlantique, qui n'est pas si loin que ça au bout du Finistère. Je rappelle que le Finistère, il commence pratiquement à la limite du bassin versant, hein, puisque Sker, de l'autre côté, c'est déjà en Finistère. Donc on a 1400 mm là où vous avez du rose fuchsia, et puis, comme ça a été dit tout à l'heure, on descend en moyenne annuelle à 900 mm à l'aval, près du rivage, entre autres au niveau de Quimperlé. Quimperlé, c'est plutôt 1000 à 1100. Alors, cette pluie qui tombe, effectivement, c'est une loi de la nature, elle va du haut vers le bas, et à la fois en altitude, mais aussi au niveau de la géologie. Alors, globalement, moi, je verrai un peu la formation de la pluie. Elle est composée de plusieurs éléments et en gros, les océans, les mers, sont les plus gros contributeurs puisque, j'ai retrouvé les chiffres l'autre jour, sur le total d'eau qui s'évapore de la Terre, qui est environ équivalent à 600 000 km3. C'est difficile à imaginer. 600 000, rappelez-vous de ce chiffre. On a en gros 500 000 km3 qui proviennent de l'évaporation des océans. Le reste, évidemment, ça provient de la Terre, enfin des zones terrestres, on va dire, dont 75 000 environ proviennent de l'évaporation de la végétation, et une toute petite partie, le reste, donc ça doit faire 25 000, des cours d'eau et des lacs. Mais effectivement, cette pluie, quand elle arrive sur le territoire solide, on va dire, elle tombe sur le terrain. Vous avez la flèche en haut qui aboutit donc sur la couche herbacée. Et c'est intéressant à ce niveau-là de regarder ce bloc géologique. Alors, il y en a plusieurs, puisque naturellement les phénomènes se produisent de manière différente selon le contexte géologique. Sur les terrains calcaires, par exemple, quand on va dans le sud, sur les terrains karstiques, la mécanique est complètement différente. Mais on a choisi celui-ci parce que le granit, c'est quand même ce qui fait la fondation du massif armoricain. Donc vous avez, sous l'influence de cette pluie, justement, de la chaleur, du froid, etc., les couches supérieures du massif armoricain, du socle rocheux, ont, au cours des millions d'années qui nous ont précédés, ont été dégradées
beaucoup dégradé vers le haut, et puis moyennement dégradé, et un peu dégradé vers le bas, puisque l'influence des conditions atmosphériques se fait moins sentir plus on descend. Et cette couche qui est représentée en pointillé avec des petits blocs de roches, c'est ce qu'on appelle de l'arène ou de l'altérite en géologie. Et comme c'est fait de petits de cailloux, de graviers, de sable, il y a des interstices entre chaque morceau de roche, et ces interstices peuvent se saturer d'eau. Et puis plus on descend, plus les blocs sont importants, puis finalement c'est le socle rocheux massif qui est légèrement faillé, puisque vous savez que le granit c'est très dur, très rigide, et donc quand il y a des événements tectoniques, des tremblements de terre, on en a régulièrement tous les ans, on ne les sent même pas toujours. Et puis autrefois, il y a encore des centaines de millions d'années, il y a eu des énormes événements sismiques avec des frictions entre les différentes plaques tectoniques qui font qu'il y a eu des failles, des très grandes failles, des fractures, etc., qu'on voit représenter ici grosso modo. Et tout ça pour vous dire que le massif armoricain, en dépit du fait qu'il soit fait de granit, qui est une roche solide, très solide, il absorbe de l'eau. Et cette eau met plus de temps, percole à travers la surface, s'accumule dans la zone supérieure d'altérite qui est propice à cela, et en fonction de la période de l'année, la nappe d'eau souterraine, elle monte et elle descend, parce que, évidemment, quand en hiver il pleut beaucoup, le niveau monte, et puis lorsqu'en été, l'eau manque souvent pour les cultures et pour la population, le niveau baisse. Et cette zone-là, c'est ce qu'on appelle la zone de battement. Mais, bon an, mal an, au fil des mois, l'eau continue de s'infiltrer plus lentement, et elle va atteindre des petites des fractures horizontales qui font des circulations d'eau. Et ces circulations d'eau peuvent transporter l'eau sur de très grandes distances. Et on retrouve, alors je voulais faire vite, donc je n'ai pas remis une autre diapo là-dessus, mais lorsque vous avez la surface du sol avec une colline par exemple, une pente, un vallon de rivière, eh bien, si vous vous promenez dans la campagne, vous aurez sans doute souvent remarqué des sources qui apparaissent sur les coteaux, ou bien des zones humides qui apparaissent en fond de vallée, à proximité des cours d'eau. Et ce sont les résurgences de l'eau souterraine qui apparaissent au hasard des variations dans le niveau de l'eau par rapport à la couche, à la nappe souterraine d'eau, à la masse souterraine d'eau. Donc, cette eau, en Bretagne, c'est une découverte assez récente. Parce que jusqu'au début des années 2000, la doctrine officielle, la doctrine acceptée par tout le monde, c'était qu'en Bretagne, il n'y a pas d'eau souterraine. D'abord, c'est du granit, et dans le granit, il n'y a pas d'eau. Point. Bon. Puis un jour, le Bureau de recherche géologique et minière s'est dit il faudrait quand même creuser un petit peu la chose. Et ils ont lancé un programme qui a été piloté par un de leurs chercheurs, qui s'appelle Bruno Mougin. Il a travaillé dans 5-6 ans. Ils ont posé des piézomètres un peu partout, ils ont calculé les débits des cours d'eau, ils ont fait des tas d'équations, et au final, ils ont produit une carte qui permet de dire qu'il y a de l'eau en sous-sol, que cette eau donc draine progressivement à des vitesses différentes suivant la profondeur à laquelle elle se déplace, et surtout qu'elle a un effet tampon, puisque cette circulation lente, le temps que ça lui prend pour arriver à la sortie de la masse d'eau souterraine, donc ces sources, ces zones humides dont je vous parlais, ça permet de tamponner les précipitations les plus importantes, les plus violentes. Et donc, ça permet également d'éviter que les crues, dans une certaine mesure, que les crues soient trop violentes, trop soudaines. Et puis, ça alimente les zones humides en bas de pente. Alors,
je vous ai fait ici un petit tableau récapitulatif ce qu'on appelle la contribution des eaux souterraines au régime des cours d'eau dans le bassin versant de l'Élé-Isole-Lacta. Il y a 3 points de mesure qui sont situés au Grand Pont à l'Élé. Sur l'Élé, pardon, c'est au Fawet, hein, c'est dans la zone avant qu'on monte la grande colline qui va à Sainte-Barbe, à Pontpriant sur l'Inam, et puis la station de Quimperlé sur au confluent entre l'Isole et la Laïta. Ce qui est intéressant à voir, c'est que en moyenne annuelle, la contribution lissée donc sur les 12 mois, elle est de 52%, 56% ou 54% suivant les points de mesure, mais c'est moitié-moitié. La moitié du débit du cours d'eau est apportée par les eaux souterraines. Mais qu'à l'étiage, donc la période estivale où on manque d'eau, eh bien, il s'avère que faute d'avoir des précipitations, on a de juin à septembre, de mai à septembre, on a entre 80 et 90% du débit qui est assuré par le flux qui vient des masses d'eau souterraines, et que pendant la période la plus cruciale, juillet à septembre, on a 100% de cette eau souterraine qui produit, qui permet d'avoir un filet d'eau au fond de la rivière. Et ce filet d'eau, il est important parce que il y a toute la vie aquatique. L'eau, c'est crucial pour les activités humaines, pour notre eau potable, pour l'industrie, l'agriculture, etc. Mais il y a aussi tout ce qu'on appelle le compartiment biologique qui est autour des milieux aquatiques, des cours d'eau. C'est la faune, la flore, les zones humides, les habitats spécifiques aux cours d'eau. Et donc, ces milieux-là, ils sont complètement ils sont très fortement affectés par l'absence d'eau. Il peut y avoir des mortalités de poissons, surtout que moins il y a d'eau, plus elle chauffe, et en général, l'eau chaude, c'est pas terrible pour les poissons. Donc, il y a également cet aspect-là à prendre en compte. Et il y a un autre élément qui est qu'en Bretagne, parce que pendant si longtemps on a pensé qu'il n'y avait pas d'eau souterraine, tout le système d'approvisionnement en eau potable est focalisé sur les eaux de surface. On a environ 80% des sources d'eau potable, enfin à potabiliser, qui proviennent des cours d'eau. Et seulement 20% des forages profonds. Donc, si on a des cours d'eau à sec, ben, ça devient très difficile de forer. Moi, j'habite dans le nord du bassin versant, et on a souvent le principal point de prélèvement sur l'Élé qui est mis en veille pendant plusieurs mois, comme c'est encore le cas aujourd'hui, je ne sais plus, mais ça a été pendant plusieurs semaines, non, ça a été remis en août, mais pendant les derniers mois, là, août-septembre, il a été arrêté, et on va pomper dans une réserve d'eau qui est stockée dans des carrières. C'est de l'eau de pluie qu'on stocke dans des carrières du côté de Gourin. Donc c'est pour vous dire à quel point il est important effectivement de veiller à ce que l'eau parvienne jusque dans les rivières, et que tout le système d'approvisionnement des rivières soit optimisé. Et malheureusement, aujourd'hui, comme ça a été évoqué tout à l'heure, on constate qu'on pourrait faire de gros progrès. Ou défaire pas mal de bêtises qui ont été faites ces dernières décennies. Alors, les zones humides, justement, dont on parlait tout à l'heure. Mon bloc diagramme de tout à l'heure, alors je ne sais pas revenir en arrière, mais c'est pas grave. Mon bloc diagramme de tout à l'heure, vous avez compris, donc c'est là où les eaux souterraines ressortent du relief. Elles sont quasiment toutes, je parle en Bretagne, en connexion avec les eaux souterraines. C'est toujours une résurgence des eaux souterraines, soit de la nappe d'eau souterraine qui, au gré d'un creux dans le relief, affleure, soit donc des sources ou des eaux humides de fond de vallée. Elles se développent toujours dans des formations qui sont perméables,
Alors, quelquefois plus, quelquefois moins à tel endroit ou à tel autre, mais il y a toujours une perméabilité. Je suis désolée, ce que vous disiez là, c'était la doctrine, encore une fois, jusque dans les années 70. Mais depuis les dernières recherches de ces dernières 20 ans, ça a été complètement revu et les zones humides, ou alors c'est des cadoles, comme on dit dans le sud, qui sont des creux avec une couche d'argile au fond et où les troupeaux vont s'abreuver dans les causses, mais ce n'est pas du tout le même système que ce qui existe en Bretagne. Et donc, les zones humides participent, comme je le disais, à la régulation des débits d'étiage, puisqu'elles continuent de ressuyer et d'abonder le débit des cours d'eau. Elles permettent de freiner dans une certaine mesure la violence des inondations et en même temps, surtout pour les zones humides de fond de vallée, elles servent aussi de zone d'expansion crue, donc de ralentir le débit qui coule, enfin, qui se précipite, même dans certains cas, vers l'aval et les zones urbanisées. Et elles participent aussi à la recharge des nappes, c'est-à-dire que, comme elles sont perméables, eh bien, en même temps, c'est une espèce de boucle qui se produit et elle réabonde les nappes phréatiques. Enfin, on n'appelle pas ça des nappes phréatiques ici, puisque on n'a pas ce système de grosses lentilles qu'on trouve dans les bassins sédimentaires. Donc, je préfère appeler ça des masses d'eau souterraines. Alors, les inondations. Bon, c'est probablement quelque chose que vous maîtrisez parfaitement. C'est le résultat de pluies intenses et soutenues pendant de longues périodes, ou alors qui se renouvellent très, très, très rapidement. Le phénomène est aggravé par les ruissellements sur les sols nus. Alors, on a parlé des labours de mars pour le maïs, par exemple, mais il faut aussi penser à la récolte du maïs en septembre, octobre, novembre, où c'est vraiment pas le meilleur plan. Hein. Et donc, là aussi, on a de l'eau qui coule couleur chocolat. Et ça dégringole et on voit des ruisseaux qui se forment sur les pentes. C'est également dû à la faible capacité d'absorption des sols. Pourquoi ? Parce que les sols, effectivement, manquent de matière organique, manquent d'humus, et qu'ils sont aussi pas mal compactés avec le poids des machines qu'on leur fait passer dessus, sans veiller à ce que, quand il a plu trop, on évite de faire passer sur une machine sur un sol mouillé. Mais ça, bon, il y a les calendriers de rotation, enfin bon, c'est pas toujours compatible dans l'esprit des exploitants agricoles et ça crée une bétonisation de la surface. La destruction des zones humides, hein, on rappelle toujours depuis le début du XXe siècle, 50% des zones humides ont disparu, mais moi je dis et avant. Il y en avait un paquet aussi qui ont été drainés. On parle des moines qui ont drainé les marécages. Ben oui, eux aussi. L'altération des réseaux hydrographiques, ça a été évoqué aussi tout à l'heure. On avait, moi je dis à côté du marais de Plouray, il y a eu pendant des décennies un programme de dessèchement du marais de Plouray. Donc, tous les petits ruisseaux qui faisaient des igues et des algues, on a recoupé avec une grande machine par le milieu de tous les méandres et on a fait un toboggan à flotte qui a permis d'évacuer l'eau le plus vite possible, puisqu'à l'époque, c'était l'ambition. On s'est rapidement aperçu que sur la plupart des zones vraiment très humides, comme ces marais, et bien même comme ça, c'était impossible de faire pousser du maïs parce que c'était encore trop mouillé. Mais par contre, l'eau qui était partie dans le toboggan, quand il y en avait beaucoup, elle ne s'était pas infiltrée sur place, et après, elle n'a pas continué à alimenter les petits ruisseaux, puisqu'elle était partie. Résultat des courses, eh bien, on a aujourd'hui les parties amont des bassins versants de l'Élé, de l'Inam, de l'Aire, etc., qui souffrent l'été d'étiage et de sécheresse même, parce que ça ne ressuit plus, il n'y a plus la fontaine de François qui ne marche plus, et on a une espèce d'exacerbation du phénomène qui fait qu'on passe d'un moment où l'eau dévale à une vitesse folle l'hiver, parce qu'il y en a beaucoup,
Et l'été, eh ben, il n'y a plus de réserve, et donc le système est sec, avec tous les problèmes que j'évoquais au niveau de l'environnement naturel du cours d'eau. Et puis, il ne faut pas oublier, effectivement, l'artificialisation urbaine, routière, etc. Il y a une chose que je voudrais dire, parce que c'est un petit peu ce qu'on oublie régulièrement, c'est que quand il y a une inondation, ben, il y a la terre qui fout le camp, mais il y a aussi pas mal de gravier, de petits morceaux de rochers, etc. Et toutes ces matières rocheuses-là, elles aboutissent dans l'estuaire et elles sont reprises par la marée et elles sont distribuées le long du cordon de la côte, du littoral. Et ça permet de recharger le cordon littoral, et c'est ce cordon littoral qui permet de protéger le rivage des assauts, des tempêtes, et puis aussi de l'élévation du niveau de la mer. Il ne faut pas penser le système en silo. Hein. Il faut se dire que dans la nature, tout est en boucle. Et que ce qui part d'un endroit, ça atterrit ailleurs, mais ça a une fonction ailleurs aussi. Donc, arrêter les inondations, c'est, vu sous un certain angle, ça peut paraître un bon plan, mais ça a une conséquence parce qu'il y a un manque à gagner ailleurs et ça crée d'autres problèmes ailleurs. En fait, ça paraît un peu idiot de le dire, mais la nature est vachement bien faite. Et c'est une infrastructure naturelle qui tourne tant qu'on ne met pas le doigt dedans pour arrêter la machine. Et c'est un petit peu ce qu'on sait faire, nous les humains. Alors, les causes des sécheresses, eh ben, c'est le fait que l'été, il pleut beaucoup moins, et il pleut, je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais ces derniers étés, on a des mois où vous avez, moi j'ai un pluviomètre, tous les matins je prends 0, 0, 0, 0, 0, 0, puis tout d'un coup on a 25 mm en une journée. Et puis après on part 0, 0, 0, 0, puis après on a 15. Et ce sont ces deux journées-là qui font qu'on arrive à dire, ah, ce mois-ci j'ai eu 40 mm. Mais oui, mais ce n'est pas de la bonne pluie. Hein. Et puis par contre l'hiver, eh ben, on a de la pluie tout le temps et on a des épisodes extrêmement extrêmement violents, comme ce qu'on a eu là ces derniers jours. Mais c'est véritablement polarisé maintenant. Et l'été, il fait plus chaud, on en a beaucoup moins, ou par à coup. On a donc ces faibles pluies qui sont absorbées par les plantes. Alors, ça réjouit notre ami parce que c'est vrai que ça alimente l'évapotranspiration, mais sauf qu'elles ne sont pas au meilleur de leur forme pour ce phénomène-là. Il n'y a pas de recharge des eaux souterraines, les températures élevées, le vent aussi. En plus, je ne sais pas chez vous, mais chez moi, c'est souvent du vent d'est maintenant. Alors que jusqu'à présent, c'était plutôt le suroît. Et ben, le problème, c'est que le vent de sud-ouest, il est mouillé, il est humide, alors que le vent d'est, il est hyper sec. Donc ça aggrave les choses. Il y a aussi en parallèle l'augmentation de la consommation de la population. On prend tous des douches X fois par jour. De l'industrie qui se développe, des élevages qui se densifient et de l'irrigation, comme ça a été évoqué tout à l'heure. Et en plus, avec l'aggravation du changement climatique que l'on devrait vraiment être aveugle pour en douter encore, on s'aperçoit maintenant qu'il y a des sécheresses pluriannuelles. Pas l'hiver dernier, mais celui d'avant, si je ne me trompe pas. On a eu un été très sec, on a eu un hiver très sec, et on a eu un été, on a eu peur quand même. Donc c'est le genre d'évolution qui, malheureusement, est anticipé par la plupart des scientifiques, par le GIEC, etc., on s'aperçoit qu'on va vers des cycles de plus en plus polarisés, comme je disais, et ce n'est pas une bonne nouvelle. Alors, le changement climatique, on va peut-être passer très vite parce que tout le monde sait ça, hein, une hausse des températures de 1 à 2 degrés, sauf que moi, ce qui m'inquiète, c'est que je commence à avoir quelques années, un peu de souvenirs. Il y a 15 ans, quand le GIEC a fait son premier rapport, ils nous ont donné, alors je vais commencer par là pour vous, ils nous ont donné une fourchette d'hypothèses
Et 5 ans plus tard, on nous a dit, bon, bah là, la fourchette, en fait, il faudrait plutôt la regarder comme ça, parce que c'est pire. Bon. Et puis, le rapport suivant, ça avait encore monté d'un cran. Donc, l'hypothèse basse du GIEC la troisième fois, c'était l'hypothèse hausse du GIEC la deuxième fois. Et on continue comme ça. Et cet été, j'ai lu dans la presse que les météorologues qui parlaient du climat dans le Grand Ouest disaient qu'en Bretagne, actuellement, on a à peu près le même climat que dans la région angevine il y a 10 ans. Et on nous annonce que dans 20 ans, on risque fort d'avoir le même climat que dans la région bordelaise. Donc, il va falloir commencer à réfléchir un bon coup et à anticiper, parce que sinon, nos vertes prairies, elles risquent d'avoir des problèmes. Par contre, peut-être que pour le vin, ce sera très bon. Donc, qu'est-ce que je disais? Oui, température de l'air, mécaniquement, évidemment, la température de l'eau, la température des sols également, avec les impacts pour la végétation. Baisse probable des pluies en été, hausse possible des pluies hivernales, mais avec des épisodes extrêmes et très intenses. Hausse, je pense que j'ai dû faire une faute de frappe, là, pardon. Il vaudrait mieux dire baisse de l'évaporation, évapotranspiration potentielle. Augmentation de l'eutrophisation des cours d'eau, c'est-à-dire que dans les cours d'eau, vous avez, on a parlé des pesticides qui partent avec les pluies, mais il y a aussi les engrais, le nitrate, etc. Et donc, enfin l'azote. Et donc, tous ces produits-là se retrouvent dans les cours d'eau. Ça favorise le développement des algues et de la végétation. Et donc, bon, bah, il y en a toujours une partie qui pourrit, etc. Ça apporte des nutriments dans le cours d'eau. Et donc, c'est ce qu'on appelle l'eutrophisation, l'enrichissement du cours d'eau par des éléments organiques. Et ça mange l'oxygène qu'il y a dans l'eau, donc ça veut dire que les poissons souffrent, que la chaleur monte également. C'est le scénario catastrophe. Et une baisse des débits annuels des cours d'eau sur le bassin de la Loire. Alors, il faut savoir que nous, en termes de gestion hydrographique, on est rattaché, on est dans le secteur Loire-Bretagne. On n'a rien à voir avec la Loire en termes de cours d'eau, mais on est mélangés ensemble. Donc, quand on dit le bassin Loire, c'est Loire-Bretagne, et c'est nous aussi. Donc, baisse de 10 à 40%, d'ici 2070. Encore pire pendant les étiages, baisse de la recharge des eaux souterraines, puisque la pluie va être plus imprévisible. Et pour couronner le tout, élévation du niveau de la mer. Alors là, les scientifiques se discutent encore beaucoup, mais ça ne sera pas anodin. Donc, on anticipe pour l'avenir des sécheresses plus fréquentes, plus étendues, plus intenses sur une grande partie du globe, et tout particulièrement en France. Tout ce que je vous dis là, c'est des citations de rapports scientifiques, etc., que j'ai été piocher. Je n'ai pas mis chaque fois la référence scientifique, parce que ça aurait fait lourd sur l'écran, mais c'est pas moi qui l'ai inventé. Alors, face à ce scénario quand même un peu préoccupant, il faut prévoir des adaptations de notre société, notre façon de vivre, notre façon de produire, de consommer. Et ce faisant, il faut essayer d'éviter les maladaptations. Il y a les fausses bonnes idées. Et il y a un certain nombre d'études scientifiques qui ont été publiées ces dernières dizaines d'années, qui nous donnent des pistes de ce qu'il faut mieux éviter de faire. Et là, il y en a une en particulier, enfin, c'est une série d'équipes scientifiques qui travaillent sur la question sur la planète. Il y a un constat. Si vous regardez ce diagramme-là, vous avez ici donc une échelle de temps. Vous avez ici l'écart entre le niveau normal, moyen de l'eau, donc vers le moins et vers le plus. Alors là, je suis désolée, c'est en anglais, mais... Donc, vous avez en jaune les sécheresses d'origine climatique. Ça, c'est la faute à personne, c'est la Terre qui vit sa vie. Bon.
Et donc, quand on regarde, alors je ne sais pas trop... Les micros. Pardon, ça va mieux? Oui, quand on regarde, donc, il y a, mettons, 20, 30, 40 ans, les sécheresses étaient entièrement d'origine climatique. Et puis, petit à petit, on voit arriver des sécheresses qui sont d'origine humaine, dues à une consommation excessive d'eau, une mauvaise gestion de l'eau, comme j'ai dit tout à l'heure, avec l'apparition des aménagements des cours d'eau, etc. Et donc, ça a produit des effets assez catastrophiques. Et puis, ici, on a un mélange, une espèce de superposition des deux phénomènes. L'ennui, c'est que ça ne se superpose pas, ça s'additionne, avec de plus en plus des sécheresses qui ont pour partie une origine climatique, mais qui sont aggravées par la gestion humaine de la ressource en eau. Et cette aggravation, elle provient du recours aux réserves d'eau. Alors, les études ont été réalisées au départ sur les grands barrages. Les grands barrages qui permettent d'alimenter des zones désertiques, ou, vous savez, comme il y en a à l'époque, l'Union soviétique, donc des structures extrêmement importantes, aux États-Unis, au Canada, etc. Bon. Mais depuis les premières études, les chercheurs ont commencé à s'intéresser à des structures de moyenne taille et puis à des petites structures comme les réserves de rétention. Vous appelez ça ? Les retenues, oui, de rétention. Bon, alors, je parle des petites. Bon, alors, comme il dit, réserve de retenue. Et quelle que soit l'échelle des structures sur lesquelles on se penche, le verdict est le même. C'est-à-dire que ça n'est pas anodin, ça perturbe le fonctionnement hydraulique, ça empêche l'eau soit de s'infiltrer comme elle devrait le faire, parce qu'elle a tendance quand même à alimenter ces petites réserves au détriment de l'infiltration plus directe vers le sous-sol. Et pour d'autres qui sont en dérivation du cours d'eau, c'est autant d'eau qui n'est plus dans le cours d'eau et qui, pendant l'été, puisque l'objectif c'est quand même d'irriguer, d'arroser des cultures, pendant l'été, donc, manquera dans le cours d'eau et en plus entraînera de l'évapotranspiration. Donc, c'est vrai que ça contribue au régime des pluies, mais aussi ça peut être considéré comme beaucoup d'efforts pour, sur le plan d'irrigation, un résultat assez mitigé, puisque cette eau qui s'est évaporée, je veux dire, ne sera plus disponible pour l'irrigation des cultures. Donc c'est un peu compliqué comme scénario. Donc, par rapport à ce type de maladaptation, il est plutôt recommandé, alors ça c'est un diagramme qui a été produit par l'ONEMA. Alors ça a un nom barbare, NWRM en anglais, mais en français ça fait mesure naturelle de rétention d'eau. Donc c'est un petit peu ce que vous avez décrit tout à l'heure, c'est-à-dire une adaptation du territoire. Parce qu'il faut bien se dire que quand on a des problèmes d'inondation au niveau d'une zone urbaine, par exemple, ça peut être Quimperlé, mais ça peut être aussi n'importe quelle agglomération. Ça, c'est pas un hasard, c'est parce que non seulement il y a un point de blocage avec, en général, on a rétréci les cours d'eau pour construire des quais, pour construire des habitations, etc. Mais il y a toutes sortes d'aménagements avec les équipements sportifs qui sont mis dans la plaine alluviale, avec tout ça qui contribue à... Il y a des ponts qui enjambent, donc ça contribue à contraindre le flux du cours d'eau. Mais il faut regarder ce qui se passe bien en amont, depuis les têtes de bassin versant. Tout ce phénomène, là, ce qu'on appelle un chevelu, comme une espèce d'arborescence, si vous voulez,
chaque fois qu'on est intervenu à un point X, Y ou Z pour transformer le milieu, pour détourner un cours d'eau, le rectifier, faire une réserve, faire un barrage, faire une retenue, etc., chaque fois, on a altéré le fonctionnement naturel du système. Et chaque fois, on a aggravé le dysfonctionnement du système lorsqu'il y a trop de pluie d'un seul coup, ou bien lorsqu'il y a trop de sécheresse. Et donc, la question, ce n'est pas de faire des aménagements, encore plus d'aménagements aux alentours de l'agglomération, c'est de reprendre point par point et d'aller voir en amont tout ce qui ne va pas, tout ce qu'il faudrait remettre en état pour que la machine se remette en route et ne soit plus diminuée dans son fonctionnement. Sachant malgré tout que les inondations, ce sont des événements climatiques qui sont absolument... il y a des calculs de retour de fréquence des inondations. On parle d'inondations décennales ou vingtenales pour des inondations d'importance faible à moyenne. Mais au-delà, quand vous avez des inondations qui ne sont susceptibles de se reproduire que tous les 100 ans, 200 ans, 1000 ans, ce sont des événements c'est comme un tremblement de terre, c'est comme une éruption volcanique, c'est absolument inenvisageable d'espérer que l'action humaine puisse compenser ces événements. La seule chose que l'on puisse faire, c'est réfléchir à l'occupation du sol, donc améliorer son fonctionnement par le respect des zones humides, des cours d'eau, etc., mais aussi éloigner les habitations, les infrastructures, etc., du fond de vallée, de toutes les zones sensibles, et reconstruire ou orienter l'urbanisation en mangeant le moins de terre possible, en reconstruisant la ville sur elle-même, et en s'éloignant des points bas. À part ça, il n'y a pas grand-chose. Enfin, je veux dire, c'est illusoire de prétendre résoudre tous les problèmes par des moyens technologiques. Donc, les moyens pensés de cette évolution du territoire, de ce retour du territoire à une bonne santé hydrologique, c'est, on en a parlé tout à l'heure, les bancs tampons et les haies, par exemple, en travers de la pente. Hein. Les rotations de culture, ben c'est ce qui a été évoqué. Quand on fait du maïs sur maïs sur maïs sur maïs, c'est sûr qu'au bout d'un moment, la terre souffre et nous le fait payer.